Ma femme a attrapé un micro lors d'une baby shower et a annoncé à 70 invités que je n'étais pas le père. Je suis sorti et j'ai passé un seul appel. Son père est devenu blanc comme un linge, a couru vers elle et lui a murmuré quelque chose qui a fait disparaître son sourire à tout jamais. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Je m'appelle Elliot Hardroof, j'ai 44 ans. Je possède une petite entreprise qui répare et revend des équipements commerciaux. Le genre de machines qui font tourner les restaurants et les centres de distribution. Je l'ai construite à partir de rien, juste un garage loué et un camion d'occasion. Et en 12 ans, j'en ai fait quelque chose dont on peut être fier. J'ai un fils qui s'appelle Owen. Il a 8 ans, les dents du bonheur, une passion obsessionnelle pour les dinosaures, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et jusqu'à ce samedi après-midi de mars, je croyais avoir un deuxième enfant en route. La baby shower était l'idée de Nathalie depuis le début. 70 invités, une salle louée à Riverside, des ballons pastels et un buffet de traiteur qui a coûté plus cher que mon premier camion. Son père, Gerald Whitmore, 75 ans, fondateur d'un fonds d'investissement immobilier régional qui appartenait à sa famille depuis les années 80, était assis à la table d'honneur comme à son habitude, le dos droit, un bourbon à la main, observant tout avec ce regard froid de salle de conseil. Owen avait sauté partout toute la matinée. Il a tiré sur ma manche avant qu'on quitte la maison et a dit « Papa, tu penses que ce sera un garçon ou une fille ?» Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Il a dit qu'il s'en fichait tant que le bébé aimait les dinosaures. J'ai ri. Ce rire semble appartenir à un autre homme aujourd'hui. La pièce était pleine et bruyante quand Nathalie a pris le micro. J'étais debout près du fond, en train de parler à un fournisseur que je n'avais pas vu depuis 1 an quand le bruit s'est tu. Nathalie avait cette expression sur le visage, celle qu'elle arborait quand elle avait déjà pris une décision et conquis son public. Elle a levé son verre, a souri à l'assemblée, puis a posé ses yeux directement sur moi. « Je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité », a-t-elle dit d'une voix claire, forte et absolument calme. Elliot n'est pas le père. La salle n'a pas poussé de cris de surprise. Elle s'est juste figée. Les conversations se sont coupées au milieu d'une phrase, la fourchette de quelqu'un a heurté une assiette. Je suis resté là, tenant un verre d'eau gazeuse complètement immobile, pendant que 69 personnes me dévisageaient. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait un pas vers elles. J'ai posé le verre sur la table la plus proche, j'ai boutonné ma veste et je suis sorti. Le parking était chaud et calme. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler l'écran jusqu'au bon contact et j'ai appuyé sur appeler. 2 sonneries. « Il est temps », ai-je dit. « Lancez tout ce dont nous avons discuté. » Derrière moi, à travers les portes vitrées, je pouvais voir Gerald Whitmore se lever de sa chaise. Il a traversé la pièce en ligne droite, la mâchoire serrée, et a attrapé Nathalie par le bras. Il s'est penché près de son oreille, et même de l'extérieur, je pouvais lire la forme de ce qu'il disait et la façon dont son visage a changé, passant de triomphant à livide en exactement 3 secondes. J'ai découvert plus tard ce qu'il lui a dit exactement. Un ami, qui se tenait assez près, a entendu chaque mot. Gerald a dit « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Supplie-le de revenir à l'intérieur tout de suite, ou tu vas absolument tout perdre. » Elle n'a pas bougé assez vite, lui non plus. J'étais déjà en route pour le bureau de mon avocat. Les gens ont toujours supposé que Gerald Whitmore avait marié sa fille avec moi parce que j'étais utile. Il n'avait pas tout à fait tort, mais l'histoire complète est plus compliquée que ça. Et si vous voulez comprendre pourquoi un seul coup de téléphone passé depuis un parking a pu anéantir un empire familial vieux de plusieurs décennies, vous devez comprendre comment il a été bâti et à qui Gerald a fait confiance pour le maintenir à flot. J'ai rencontré Nathalie lors d'un salon professionnel à Phoenix il y a 11 ans. Elle parcourait les allées avec son père pour apprendre les ficelles du métier, ou du moins faire semblant. J'étais là pour essayer de vendre des congélateurs commerciaux reconditionnés à des chaînes de restaurants. Gerald m'a coincé dans mon stand, a regardé mes fiches techniques pendant environ 45 secondes et a dit « Vous savez vraiment ce que vous faites ». Venant de lui, c'était pratiquement une demande en mariage. Nathalie et moi sommes devenus sérieux dans l'année qui a suivi. Gerald s'est détendu lentement, à la manière des moteurs froids, à contre-cœur et seulement sous pression. Mais au moment où nous nous sommes mariés, quelque chose avait changé entre nous. Il m'avait vu gérer un litige contractuel, m'avait regardé transformer une transaction d'équipement défaillante en une revente rentable, et quelque part en cours de route, il a arrêté de me tester et a commencé à me parler comme à un partenaire. Owen est arrivé 3 ans après notre mariage. Gerald l'a tenu dans la chambre d'hôpital, avec la raideur prudente d'un homme qui n'avait jamais vraiment appris la tendresse, et j'ai vu quelque chose bouger dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'a pas dit grand-chose, il n'en avait pas besoin. 2 ans plus tard, Gerald m'a convoqué dans son bureau à la maison, une pièce qui sentait le vieux bois, le bourbon et les décisions, et il a tout déballé. Ses fils, les 2 frères de Nathalie, s'étaient en révélés spectaculairement peu fiables. L'un avait englouti un fonds de développement immobilier en poursuivant un projet de complexe hôtelier au Nouveau-Mexique qui n'avait jamais vu le jour.
L'autre avait passé la majeure partie de l'année à faire du conseil pour une start-up qui s'est avérée être un projet vaniteux pour un ancien colocataire d'université. Gérald avait 73 ans à l'époque et il avait fini de faire semblant que sa lignée allait protéger son héritage. « J'ai besoin de quelqu'un qui lit un bilan financier de la même façon qu'un mécanicien lit un moteur », m'a-t-il dit en servant 2 verres sans demander. « C'est vous, pas mes garçons. » Ce qu'il m'a remis n'était pas seulement un titre. C'était le contrôle opérationnel du trust de la famille Whitmore, des biens immobiliers répartis sur 3 États, un portefeuille de propriété commerciale, 2 fondations privées et un ensemble de documents directeurs assez épais pour bloquer une porte. Enfoui dans ces documents, sur une page que la plupart des gens n'atteindraient jamais, se trouvait une clause que son avocat avait rédigée des années auparavant après un scandale familial étouffé. Une clause de moralité. Le genre de clause qui donnait à l'administrateur par intérim, moi, l'entière autorité pour geler les distributions et les actifs si l'un des bénéficiaires désignés s'engageait dans une conduite jugée publiquement préjudiciable à la réputation de la famille. Gérald ne l'a jamais mentionné directement. Je l'ai trouvé moi-même lors de ma première lecture complète. Je l'ai signalé dans la marge, je l'ai classé, et je n'y ai plus repensé pendant des années, jusqu'à ce que j'en ai besoin. La semaine précédant la baby shower, quelque chose a changé. Nathalie était distraite, mais d'une manière qui avait des angles vifs. Pas la douce distraction de la fatigue liée à la grossesse, mais quelque chose de plus tranchant, comme si elle répétait quelque chose dans sa tête. Elle s'en est prise à Owen 2 fois pour un rien. Elle a pris un appel dans le jardin et y est restée 20 minutes après la tombée de la nuit. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste observé et j'ai passé un appel discret à mon avocat, un homme nommé Robert Callaway qui gérait mes contrats commerciaux depuis 6 ans. S'il se passe quelque chose, lui ai-je dit, je veux être prêt à agir dans l'heure. Il n'a pas demandé de quel genre de choses il s'agissait. Il a juste dit, je vais tout préparer. Owen m'a demandé ce vendredi soir-là si le nouveau bébé pourrait partager ses livres sur les dinosaures. Je lui ai dit que oui, absolument. Il est allé se coucher satisfait. Je suis allé me coucher en sachant que l'après-midi du lendemain allait tout changer. Je ne savais juste pas encore jusqu'où iraient les dégâts. Le bureau de Robert Callaway se trouvait au 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le nettoyant pour tapis et le vieux café. J'étais assis en face de son bureau depuis environ 21 minutes quand mon téléphone a commencé à vibrer. Nathalie 4 fois de suite, puis Gérald, puis de nouveau Nathalie. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai continué à parler. Robert était le genre d'avocat qui n'avait jamais l'air surpris. Il avait un bloc-notes jaune devant lui et un stylo qu'il n'arrêtait pas de faire cliquer sans avoir l'air de s'en rendre compte. J'ai tout étalé, la clause, la documentation que j'avais déjà rassemblée au cours des 3 semaines précédentes, la nature publique de l'incident. Il a écouté sans interrompre, a pris 6 lignes de notes, puis a dit « Vous comprenez que ça va aller très vite une fois que nous aurons déposé le dossier. » Je lui ai répondu que c'était exactement ce que je voulais. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la voiture de Nathalie était dans l'allée et toutes les lumières de la maison étaient allumées. Owen était chez ma mère. J'avais pris les dispositions le matin même de la fête, au cas où. Je suis passé par le garage, j'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis servi un verre d'eau. Nathalie a descendu les escaliers comme si elle s'attendait à une bagarre. Elle avait ce regard, la mâchoire en avant, les yeux perçants, les épaules tendues. Elle avait troqué sa robe de fête pour un jean et un pull, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore plus préméditée. « Tu dois arrêter ce que tu as commencé », a-t-elle dit. « Appelle Robert et dis-lui d'annuler. J'ai bu une gorgée d'eau. »« Non, Elliot. » Sa voix avait ce ton tranchant si particulier qu'elle utilisait quand elle pensait que le volume seul pouvait me faire céder. « C'est de la folie. Tu vas faire exploser toute notre famille pour un seul moment d'égarement. »« C'est toi qui l'as fait exploser, » ai-je répondu. « Moi, je ne fais que déposer les papiers. » Elle a croisé les bras. « Mon père va annuler ça. Il va appeler le conseil d'administration et faire révoquer tes accès avant la fin de la semaine. » J'ai posé le verre et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Nathalie, ton père m'a nommé exécuteur testamentaire avec une autorité totale et irrévocable. Ses mots, son avocat, sa signature, il peut appeler qui il veut. La clause est déjà déclenchée. Le gel est déjà en marche. Et il n'y a rien dans ce document qui l'autorise à outrepasser ma décision unilatéralement. Tu ferais bien de lire la page 47 de la charte avant de faire d'autres promesses sur ce qu'il peut arranger. » La certitude sur son visage a vacillé juste une seconde. « Il s'agit de bien plus que de la journée d'aujourd'hui, » ai-je continué. « Tu t'éloignes depuis 8 mois. Tu as arrêté de me parler comme à un partenaire. Tu as commencé à me gérer comme un problème. Et là, tu t'es levé devant 69 personnes et tu leur as dit que notre bébé n'était pas de moi. Ce n'est pas un moment d'égarement, c'est une conclusion. Tu es dramatique, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu de sa dureté. Je suis précis, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a essayé 3 autres angles d'attaque au cours des 40 minutes qui ont suivi. Elle a dit que je punissais Owen.
Je lui ai dit qu'Owen était protégé, que son allocation de fiducie était structurée séparément et que je n'y avais pas touché. Elle a dit que je l'humiliais. Je lui ai répondu qu'elle s'en était chargée elle-même. Elle a dit que son père dirait au conseil que j'avais agi de mauvaise foi. Je lui ai dit de le laisser essayer et lui ai rappelé que le comité de conformité incluait 2 des cousins les plus conservateurs de Gérald, dont aucun n'avait oublié le désastre du complexe hôtelier du Nouveau-Mexique. Celle-là a fait mouche. Elle s'est assise sur le canapé et s'est tue un instant. Quand elle a repris la parole, la colère avait disparu, remplacée par quelque chose de plus petit. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Elliot, là, tout de suite ?» J'ai ramassé mes clés. « Rien, je vais chercher Owen chez ma mère. Il veut rentrer à la maison, et cette maison lui appartient toujours, peu importe ce qui se passe entre nous. » J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à Riverside. Owen a couru vers la porte en chaussettes et a jeté ses bras autour de ma taille sans poser la moindre question sur l'endroit où j'étais. Je me suis accroché à ça pendant un long moment. Certaines choses n'ont pas besoin de documents. Elles ont juste besoin d'être encore debout. Le kit ADN est resté dans le tiroir de mon bureau pendant 11 jours avant que je ne l'utilise. Je l'avais commandé le matin qui a suivi la fête, le jour même où j'ai rencontré Robert pendant que mon téléphone était encore face contre son bureau. Ce n'était pas impulsif. C'était la question que je refusais de poser à voix haute depuis des mois. Et puisque Nathalie avait répondu à la version publique devant 69 témoins, je me suis dit que je me devais aussi d'avoir la version privée. Owen ne savait rien de ce qui se passait, il allait à l'école, rentrait à la maison, mangeait des céréales au petit déjeuner, discutait l'heure du coucher et construisait des habitats pour dinosaures de plus en plus ambitieux avec des boîtes en carton dans le couloir. Je le regardais et j'essayais de ne pas faire le calcul sur les traits de son visage. J'essayais de ne pas remarquer la façon dont il plissait les yeux quand il se concentrait, la même façon que moi. J'essayais de ne pas remarquer et je le remarquais quand même. J'ai prélevé l'échantillon sur le petit un mardi soir pendant qu'il dormait. Je l'ai envoyé par la poste le mercredi matin en allant à l'atelier. Je suis retourné au travail. 2 unités de réfrigération industrielle rentrées pour une révision générale, un four commercial qui avait besoin d'un remplacement complet de la carte de contrôle. J'ai gardé mes mains occupées pendant que mon cerveau tournait en boucle. Les résultats sont tombés un jeudi, 11 jours plus tard. J'étais assis à mon établi quand la notification par email est arrivée sur mon téléphone. J'ai posé la clé à douille, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier et je l'ai ouverte. Owen James Hardroof, probabilité de paternité, 99,98%. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone sur l'établi et je suis resté très immobile pendant environ 2 minutes. Il était à moi, complètement, mathématiquement, sans aucune ambiguïté. Je ne sais pas exactement à quoi je m'étais préparé. Je m'étais dit que j'étais prêt pour n'importe quel résultat. Mais assis là, dans mon atelier, avec de la graisse sur les avant-bras et ce chiffre sur mon écran, quelque chose que je n'avais pas réalisé que je retenais s'est relâché d'un coup. Et j'ai dû poser mes 2 mains à plat sur l'établi pour m'empêcher de faire quelque chose de gênant. Il était à moi. Ce soir-là, je suis allé chercher Owen à l'école et je l'ai emmené manger des hamburgers. Son choix, toujours le même endroit, toujours un double cheeseburger sans cornichons. Nous nous étions assis sur une banquette près de la fenêtre et il m'a parlé d'un projet que sa classe faisait sur les volcans pour savoir si les volcans étaient le plus dangereux que les astéroïdes et ce qui se passerait si un volcan entrait en éruption au milieu d'une ville. J'ai écouté chaque mot. À un moment donné, il a levé les yeux de son repas et a dit « Papa, est-ce que maman et toi allez arrêter de vivre ensemble ? Les enfants n'y vont pas par 4 chemins. J'ai toujours admiré ça chez eux. Les choses vont changer, lui ai-je dit honnêtement. Mais je ne vais nulle part, je ne m'éloignerai pas de toi. Ça reste pareil, quoi qu'il arrive. » Il a réfléchi un instant en mâchant, puis il a dit « D'accord, je peux avoir un milkshake ?» Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir 2 s'il voulait. Il s'est contenté d'un milkshake au chocolat et est retourné à ses volcans. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assis à la table de la cuisine avec une copie des documents du trust et la dernière mise à jour de Robert. Le gel tenait bon. Gérald avait contacté le comité de conformité 2 fois et avait été renvoyé à la charte à chaque fois. La demande légale informelle de Nathalie n'avait abouti à rien. La machine tournait exactement comme prévu. Mais ce n'était pas à ça que je pensais. Je pensais à un garçon de 8 ans qui posait une question légitime devant un double cheeseburger, qui obtenait une réponse directe et qui décidait qu'un milkshake était la réaction appropriée. Ce gamin avait le sens des priorités. J'allais m'assurer de garder le mien tout autant. Robert Callaway ne m'a pas recommandé d'engager un détective privé. Il a dit que ce n'était pas légalement nécessaire. L'incident public à lui seul suffisait à maintenir la clause. Mais il a aussi dit, et je me souviens de ses mots exacts, « Si vous voulez connaître la forme complète de ce à quoi vous avez affaire, c'est un autre type de préparation. » Il a fait glisser une carte de visite sur le bureau sans que ce soit une suggestion, juste une information. J'ai appelé le numéro ce soir-là.
Le détective s'appelait Frank Delner, la cinquantaine, ancien inspecteur des fraudes à l'assurance, aucune présence sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pris pour un bon signe. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant près de mon atelier le mardi suivant. Il a bu du café noir, m'a posé 8 questions directes et a facturé un tarif forfaitaire. Je l'ai engagé sur le champ. Il est revenu vers moi dans les 9 jours. J'étais à l'atelier quand il a appelé, à mi-chemin du recablage d'un panneau de commande de lave-vaisselle commercial. J'ai dit à mon technicien de finir le travail et j'ai pris l'appel dans mon bureau, une petite pièce en retrait de la surface de vente principale, avec une fenêtre qui donnait sur la cour des équipements. Le rapport de Frank était précis. L'homme s'appelait Troy Bravtoft, 40 ans. Il travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture de cuisine commerciale, la même industrie dans laquelle j'opérais, ce qui expliquait comment leur chemin s'était de croiser. Lui et Nathalie s'étaient apparemment rencontrés lors d'un événement de réseautage de l'industrie 14 mois plus tôt. Frank avait des photographies horodatées provenant de 3 endroits différents. Un restaurant à Pasadena, un parking à étage d'hôtel à Burbank, un café à 2 pâtés de maison de l'école d'Owen. Cette dernière a pesé dans ma poitrine comme un charbon ardent. Il y avait autre chose. Troy Bravtoft n'avait aucune idée que Nathalie était enceinte. Frank l'avait confirmé par une source au sein même du lieu de travail de Troy. Un assistant qui avait surpris une conversation téléphonique dans laquelle Troy exprimait avec une certaine agitation qu'il venait d'apprendre l'annonce de la baby shower par des contacts mutuels de l'industrie et qu'il n'avait aucune connaissance préalable de la grossesse de Nathalie. Au dire de tous, il avait été pris au dépourvu. Donc, elle l'avait utilisé sans le lui dire et elle m'avait utilisé comme le filet de sécurité financier sur lequel elle prévoyait d'atterrir. Je suis resté avec ça pendant un long moment après avoir raccroché. Le lendemain après-midi, les frères de Nathalie ont débarqué à mon atelier sans prévenir. Les deux, Derek et Paul Whitmore. La quarantaine, un bronzage qu'ils ne pouvaient pas s'offrir et des attitudes calibrées pour des hommes qui avaient plus de poids qu'ils n'en avaient en réalité. C'est Derek qui a le plus parlé. Il s'est tenu dans ma cour d'équipement, en veste de sport, et m'a dit que je faisais une erreur. Que la famille allait se réunir pour résoudre ça en privé. Que je devais me retirer et laisser Gérald s'en occuper. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai dit « Vous avez terminé ?» Derek a cligné des yeux. « Elliot, J'ai 2 caméras qui couvrent cette cour, ai-je coupé, une au portail, une sur le mur sud. Les 2 enregistrent avec le son. Quoi que vous soyez venu dire ici, c'est maintenant dans les archives. Donc, si l'un de vous a l'intention de faire suivre cette conversation par quoi que ce soit, qui ressemble à de l'intimidation ou de l'ingérence, Robert Callaway aura les images avant même que vous ne soyez de retour sur l'autoroute. » Paul, qui n'avait pas dit grand-chose, a regardé la caméra au-dessus de la porte sud. Il a touché le bras de Derek. Ils sont partis. J'ai transmis les images à Robert ce soir-là. Il les a versées au dossier de conformité le lendemain matin. Gérald m'a appelé 2 jours plus tard. Il avait essayé d'appeler Robert, qui continuait de le rediriger vers la charte, et il avait apparemment fini par décider de s'adresser à moi directement. La conversation fut courte. Il a commencé par exprimer sa déception et rapidement passé à la pression, et en est arrivé à insinuer à peine que je nuisais à l'héritage familial pour des raisons personnelles. « Gérald, ai-je dit, vous m'avez donné l'autorité de protéger ce trust de ce genre exact d'incident de réputation. C'est vous qui avez écrit cette clause. Votre avocat l'a rédigée. Votre signature est sur chaque page. Si vous voulez soutenir que j'abuse de mon autorité, vous êtes libre de défendre cette position devant le comité de conformité. Je vous y verrai. » Il s'est tu, puis d'une voix plus basse, il a dit « C'est ma fille. » « Je sais, ai-je répondu. Et Owen était mon fils. J'ai les papiers pour le prouver. » Il n'a rien répondu à ça. L'appel s'est terminé peu de temps après. Cette nuit-là, je me suis assis dans l'encadrement de la porte de la chambre d'Owen après qu'il se soit endormi et je l'ai regardé respirer pendant un moment. Il était recroquevillé autour d'un tricératops en peluche qu'il avait depuis l'âge de 3 ans. Un pied dépassant du bord du matelas, complètement paisible, complètement inconscient de tout. J'ai pensé à Troy Bravtoft qui ne savait rien de la grossesse. J'ai pensé à Nathalie qui avait planifié toute la chorégraphie de cette fête avec une précision qui m'impressionnait encore, d'une manière assez sinistre. J'ai pensé à Gérald qui avait bâti un empire, avait remis les clés à la seule personne en qui il avait confiance et découvrait maintenant ce que cela signifiait réellement. Et puis j'ai arrêté de penser à eux tous et j'ai juste regardé mon fils dormir. Certains problèmes se règlent avec des documents, d'autres choses doivent simplement être protégées. Robert m'a appelé un jeudi matin avec le genre de voix qui signifie qu'il a trouvé quelque chose d'important et qu'il pèse ses mots. « Il y a quelque chose dans la révision du trust que vous devez voir en personne », a-t-il dit. « Venez cet après-midi. » J'ai reporté 2 rendez-vous clients et j'étais à son bureau à 14h. Il avait un résumé imprimé sur le bureau et un tableur ouvert sur son écran.
L'examen de conformité du trust déclenché par l'activation de la clause avait impliqué un audit complet de tous les comptes sous le coup de la charte, procédure standard. Ce qui n'était pas standard, c'était ce que l'auditeur avait fait remonter dans la structure des comptes offshore. Sur une période d'environ 4 ans, une série de transferts avait déplacé des fonds de l'une des fondations du trust dans le Delaware vers un compte privé au seul nom de Gerald. Les transferts étaient petits individuellement, entre 8 000 et 21 000 dollars chacun, mais il y en avait 41. Le total frôlait les 900 000 dollars. Je me suis assis dans la chaise en face de Robert et j'ai regardé le tableur pendant un long moment sans parler. « C'est de l'évasion fiscale ?» ai-je demandé. « C'est à un expert comptable judiciaire de le déterminer », a dit Robert prudemment. « Ce que je peux vous dire, c'est que ces transferts n'étaient pas autorisés par les documents directeurs du trust. Et en tant qu'exécuteur en exercice, vous êtes tenu de les signaler et d'en faire rapport au comité de conformité. » Je me suis adossé. Gérald a fait ça lui-même. Le compte est à son nom. Les autorisations de transfert portent sa signature numérique. L'image qui s'assemblait dans ma tête n'était pas flatteuse. Gérald avait construit un trust. Il s'était érigé en patriarche, en architecte, en autorité morale. Il avait fait la leçon à ses fils sur la responsabilité financière, tout en transférant discrètement 900 000 dollars du compte d'une fondation vers ses avoirs personnels. Il m'avait remis les clés de la chambre forte, n'imaginant jamais que j'irais regarder dans les recoins. « Déposez-le » ai-je dit. Robert a fait une pause. « Elliot, vous comprenez que cela implique Gerald directement ? Cela pourrait déclencher un contrôle des autorités fiscales. Cela pourrait affecter ses biens personnels. »« Je comprends, » ai-je dit. « Déposez-le. » Il a hoché la tête et a pris une note. Je suis retourné à l'atelier et je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je n'étais pas en colère contre Gerald. J'étais quelque chose de plus froid que la colère. J'en avais fini d'être surpris. L'homme qui m'avait dit que j'étais le seul en qui il avait confiance gérait son propre compte parallèle depuis le début. Tout le monde dans cette famille avait un agenda caché. La différence entre eux et moi, c'est que le mien était par écrit, autorisé et tout à fait dans les règles. J'ai appelé Gérald ce soir-là. Il a répondu à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il attendait. L'audit de conformité a trouvé les transferts du Delaware, ai-je dit. J'ai demandé à Robert de les signaler au conseil d'administration. Un silence. Puis, Elliot, ce sont des arrangements privés qui précèdent la charte, ai-je coupé. Et ils ne sont pas autorisés par celle-ci, vous le savez. J'ai construit ce trust, a-t-il dit, la voix baissant d'un ton. J'ai construit tout ce qu'il y a dedans. Je sais, ai-je répondu, ce qui signifie que vous saviez exactement quelles étaient les règles quand vous les avez enfreintes. Un autre silence, plus long cette fois. Qu'est-ce que vous voulez ? A-t-il finalement demandé. Pas exigeant, juste fatigué. Je ne veux rien de vous, Gérald. Je n'utilise pas ça comme moyen de pression. Les règles exigent qu'on le signale et je suis les règles. Les mêmes règles que vous avez mises en place. Si vous souhaitez anticiper ça avec le conseil vous-même avant le dépôt officiel, vous avez environ 48 heures. J'ai raccroché et je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de mon propre atelier à écouter le bourdonnement de l'équipement à travers les murs. Les compresseurs qui tournent, les ventilateurs qui fonctionnent, le son ordinaire des choses qui marchent de comme prévu. Je n'avais jamais voulu rien de tout ça. Le trust, l'autorité, l'audit, la confrontation avec un homme de 75 ans qui pensait s'être mis à l'abri pour la retraite en faisant confiance au bon gendre. Je voulais juste gérer mon entreprise, élever mon fils et aller me coucher sans avoir une pierre sur la poitrine. Mais j'en étais là et le travail n'était pas encore terminé. Le dossier pour le tribunal aux affaires familiales est tombé un mardi. L'avocat de Nathalie, un homme nommé Victor Prass, spécialiste des divorces à fort patrimoine, qui possédait ce genre de confiance tranquille qui vient quand on a gagné assez de procès pour arrêter de s'inquiéter de ceux qu'on pourrait perdre, a déposé une requête d'urgence. Il affirmait que mon invocation de la clause du trust constituait une coercition financière et créait un environnement de détresse émotionnelle pour une femme enceinte. Il demandait le rétablissement immédiat de l'accès de Nathalie aux distributions du trust et un gel temporaire de tout examen supplémentaire des actifs. Robert Callaway avait déposé la réponse jeudi après-midi. J'étais assis dans son bureau pendant qu'il me l'expliquait. La contre-requête était précise et méthodique. 41 pages, qui répondaient à chaque affirmation de Prass, citaient le langage spécifique de la charte autorisant mes actions et joignaient en tant que pièce à conviction la documentation vidéo de l'incident de la baby shower, les conclusions préliminaires du comité de conformité et une copie certifiée des documents directeurs du trust, y compris la clause de moralité et sa définition du préjudice de réputation. La requête d'urgence est un coup d'ouverture classique, a déclaré Robert en s'adossant à sa chaise. Il essaie de créer de l'urgence là où il n'y en a pas. Le texte de la clause est inattaquable, un juge aux affaires familiales ne va pas annuler la gouvernance interne d'un trust privé sur la base d'une détresse émotionnelle sans preuve substantielle de mauvaise conduite. Et il n'y a aucune mauvaise conduite ici.
Le juge a rejeté la requête dans les 48 heures, procédure opératoire standard, base insuffisante pour une mesure d'urgence. Pras a déposé une nouvelle demande en tant que requête classique. Robert a dit que nous répondrions selon la procédure normale et qu'il ne fallait pas en perdre le sommeil. Ce n'était pas la procédure légale qui m'empêchait de dormir. C'était la prochaine manœuvre de Nathalie. Elle est arrivée un vendredi soir. Je suis allé chercher Owen à l'école et il était silencieux sur le siège arrière, mais pas de la façon habituelle. Les silences d'Owen sont normalement le genre de silence qui précède une question sur la biologie des dinosaures ou sur le fait de savoir si les trous noirs font du bruit. Celui-là était différent. Il regardait par la fenêtre et tenait son sac à dos sur ses genoux comme s'il avait froid. « Maman a appelé l'école aujourd'hui », a-t-il dit à environ 2 minutes de la maison. J'ai gardé les yeux sur la route. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit à Madame Alderman que je devais rentrer chez grand-père Gérald après l'école le vendredi à partir de maintenant. Il a fait une pause. « Madame Alderman t'a appelé, pas vrai ? » C'est ça. Je lui ai dit que Madame Alderman m'avait appelé à midi et que j'avais déjà parlé à la coordinatrice administrative de l'école concernant les autorisations de récupération. Mon nom était le contact principal, pas celui de Gérald. J'ai dit à Madame Alderman que je voulais rentrer à la maison avec toi, a dit Owen. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Vraiment ? Ouais. Il a haussé les épaules avec la désinvolture particulière d'un enfant de 8 ans qui essaie de ne pas faire toute une histoire de quelque chose qui est en fait une grosse affaire. Je ne voulais pas aller chez grand-père sans savoir si tu étais au courant. Je me suis garé dans notre rue et je me suis arrêté à un feu. Owen, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Et pour info, peu importe où tu iras après l'école, je serai toujours au courant à l'avance, je te le garantis. Il a hoché la tête et a semblé s'apaiser. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, il posait des questions sur le dîner. Et à la fin du dîner, il était en train de construire quelque chose de très architectural avec les boîtes en carton dans le couloir. J'ai appelé Robert ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il l'a ajouté au dossier. La semaine suivante, il a déposé une demande de garde physique principale, citant une interférence parentale documentée avec les protocoles scolaires établis. Il a également cité la préférence exprimée par Owen, ce qui, en Californie, a du poids dans les procédures du tribunal aux affaires familiales lorsqu'un enfant atteint un certain niveau de maturité démontré. Victor Pras a déposé une contre-requête arguant que la grossesse de Nathalie lui donnait droit à une considération résidentielle principale. Le juge a fixé une audience à 3 semaines. Pendant ce temps, sur une voie parallèle, le comité de conformité a terminé son examen préliminaire des transferts non autorisés de Gérald. Le comité, présidé par le propre cousin de Gérald, un banquier à la retraite conservateur nommé Arthur Felton, qui n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait en privé la créativité comptable familiale, a émis une conclusion officielle de distribution non autorisée. L'affaire a été transmise à l'expert comptable judiciaire du trust et, conformément aux exigences de signalement, signalée à l'autorité fiscale compétente pour examen. Gérald m'a appelé le soir où la décision a été rendue. Il était presque 22 heures. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 3 semaines, ce que je n'aurais pas cru possible. Arthur Felton m'a appelé cet après-midi, a-t-il dit. 22 ans que nous sommes dans le même groupe de golf le dimanche. Je sais, ai-je répondu. Était-ce nécessaire, Elliot ? Signalez ça au fisc. C'était obligatoire, ai-je dit. Annexe 7 de la charte, Robert l'a signalé parce que c'est obligatoire. Je n'avais pas le choix et lui non plus. Une longue pause. J'ai bâti ce trust à partir de rien. 40 ans. Je sais que vous l'avez fait, ai-je répondu. C'est pourquoi les règles que vous avez écrites doivent s'appliquer à tout le monde, vous y compris. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix s'était transformée en quelque chose qui n'était pas tout à fait des excuses, mais qui s'en approchait. J'ai mal jugé certaines choses, a-t-il dit. À propos de Nathalie, à propos de ce dont elle était capable. Moi aussi, ai-je répondu. Pendant environ 8 ans. Nous en sommes restés là. Ni chaud, ni froid, juste 2 hommes qui s'étaient tous 2 fait manœuvrer par quelqu'un en qui ils avaient confiance et qui géraient maintenant les conséquences de différentes manières. Le lundi suivant, Troy Bravtoft a déposé une demande de reconnaissance volontaire de paternité par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé en droit de la famille à Pasadena. Il avait apparemment engagé un avocat la semaine précédente. Robert m'a dit que c'était en fait une bonne chose. Cela signifiait que la question de la filiation légale de l'enfant à naître serait résolue par les voies appropriées sans que je ne sois nommé dans aucune procédure contentieuse. La biologie était claire. Les formalités suivraient. Je n'étais pas désigné comme le père. Je n'allais pas me battre pour l'être. Ce chapitre appartenait à quelqu'un d'autre. Mon chapitre, c'était Owen. Et l'audience qui approchait dans 3 semaines. Et le mardi matin, calme et ordinaire, où je l'ai déposé à l'école et où il s'est retourné au portail, m'a fait le même signe à 2 doigts qu'il me faisait toujours, et a disparu par les portes sans se retourner. Ce signe valait tous les documents que j'avais déposés.
L'événement de relance s'est tenu dans un loft prêté à Culver City. J'en ai entendu parler par Frank Delner, qui était resté vaguement lié à l'affaire à ma demande. Nathalie avait organisé ce qu'elle appelait une réception communautaire. Un rassemblement sur invitation uniquement pour les partisans de sa fondation, les membres du conseil d'administration et une sélection de contacts médiatiques qu'elle avait cultivés au fil des ans. L'objectif déclaré était de répondre aux récentes idées fausses et de réaffirmer l'engagement de la fondation envers sa mission. Frank y a assisté en tant que contact fournisseur de l'une des entreprises de restauration. Il m'a envoyé un résumé de 2 paragraphes ce soir-là. 41 personnes se sont présentées. Sur les 18 membres du conseil qui avaient reçu des invitations, 6 sont venus. Le reste a envoyé ses regrets ou n'a tout simplement pas répondu. L'événement a duré 90 minutes. Nathalie a fait une déclaration préparée sur la vie privée, les défis personnels et l'importance du contexte. Il n'y a eu aucune question de la salle, le service traiteur a été décrit par Frank, avec sa retenue caractéristique, comme ambitieux. 3 jours plus tard, le conseil de la fondation Haven a voté pour retirer à Nathalie son rôle d'ambassadrice. La lettre était formelle, brève, et citait une conduite incompatible avec les valeurs de l'organisation. Une marque de bien-être très pointue, qui était en pourparlers de partenariat préliminaire, a discrètement informé ses représentants qu'il poursuivait d'autres opportunités. Une publication régionale de style de vie qui devait faire un reportage sur elle dans un numéro d'automne a annulé l'article sans explication. Le nombre d'abonnés de Nathalie sur les réseaux sociaux était d'environ 44 000 avant la baby shower. À la 6e semaine, il était tombé à 31 000 et les commentaires sur ces publications restantes avaient le ton particulier d'un public qui avait décidé de regarder plutôt que de s'engager. Elle a déposé une motion affirmant que sa grossesse lui donnait droit à une résolution accélérée de la question de la garde et demandant que le tribunal considère sa situation financière réduite, une conséquence directe du gel du trust, comme un facteur dans la détermination de la pension alimentaire. Victor Pras a plaidé avec conviction. Robert Calloway a répliqué avec des documents. Le juge, une femme sans fioriture nommée Patricia Drummond, a examiné les 2 dossiers et a programmé une audience officielle. Lors de cette audience, 3 choses importantes se sont produites. Premièrement, le conseiller d'orientation d'Owen a soumis une déclaration écrite décrivant la préférence exprimée par Owen de rester sous la garde principale de son père, ses résultats scolaires stables et son comportement émotionnel constant pendant ce que le conseiller a décrit comme une période de stress familial évident. Deuxièmement, la juge Drummond a refusé de traiter le gel du trust comme un facteur pertinent dans le calcul de la pension, notant que le gel résultait de la conduite documentée de la requérante et non d'une action de l'intimé qui aurait réduit les ressources disponibles. Troisièmement, et de manière plus significative, lorsque l'avocat de Nathalie a soutenu que sa grossesse créait des circonstances particulières justifiant une priorité de résidence, la juge Drummond a posé une question directe. Qui était le père nommé de l'enfant à naître sur le registre légal actuel ? Victor Pras a répondu que la paternité était une question distincte en attente de résolution. La juge Drummond a consigné la réponse au dossier, l'a laissée telle qu'elle et est passée à autre chose. Nathalie a essayé d'utiliser Owen 2 fois de plus dans les semaines qui ont suivi. La première fois, elle l'a appelé directement sur sa tablette scolaire pendant le déjeuner. Un appareil censé être utilisé uniquement pour les devoirs. Et a eu une conversation de 20 minutes qu'Owen m'a décrite ce soir-là comme bizarre et un peu triste. Il a dit qu'elle lui avait demandé s'il lui manquait. Il m'a confié qu'il n'avait pas su quoi répondre. Je l'ai documenté et je l'ai ajouté au dossier de Robert. La deuxième fois, elle a fait passer un message par l'entraîneur de football d'Owen le week-end, un bénévole nommé Keith, qui n'avait aucune idée qu'il était utilisé comme messager, demandant à Owen de me dire qu'elle voulait parler. Owen est rentré de l'entraînement, a relayé le message mot pour mot avec l'exactitude pragmatique d'un enfant qui ne comprend pas encore les sous-entendus des adultes, puis a demandé s'il pouvait avoir un bâtonnet glacé. Je lui ai donné le bâtonnet glacé et j'ai appelé Robert. Robert a déposé une requête citant des tentatives documentées d'utiliser un enfant mineur comme intermédiaire dans des procédures juridiques pour adultes. La juge Drummond l'a ajouté au dossier avec une note indiquant que toute autre tentative de contact passant par l'enfant serait traitée comme une interférence avec la procédure de garde. Nathalie a fait silence radio après ça. Pas parce qu'elle avait accepté quoi que ce soit, je le soupçonnais, mais parce que Victor Pras lui avait finalement dit ce que Robert me disait depuis le début. Le terrain juridique sur lequel elle se tenait était mince, et plus elle bougeait, plus il s'effondrait sous ses pieds. Le conseil de la fondation Haven a nommé une nouvelle ambassadrice, une ancienne présentatrice de nouvelles locales qui s'était reconvertie dans la défense du bien-être. L'annonce a été chaleureusement accueillie. Personne n'a mentionné Nathalie par son nom.
Il me restait 3 semaines avant l'audience pour la garde. Je les ai passées à travailler, à aller chercher Owen à l'école, à l'aider avec son projet de science sur les plaques tectoniques et à manger des céréales avec lui le samedi matin en regardant des documentaires animaliers. Des choses simples, des choses vraies. Le genre de choses qui ne font pas les gros titres et qui ne nécessitent pas d'avocat. Le genre de choses qui tiennent bon. L'audience pour la garde était prévue un mardi matin dans un bâtiment du tribunal aux affaires familiales du centre-ville de Riverside qui sentait la cire pour le sol et l'air recyclé. Je suis arrivé avec 25 minutes d'avance avec Robert Callaway, 2 dossiers de documentation et cette tranquillité particulière qui vient du fait de savoir qu'on a fait tout ce qu'il était possible de faire avant de franchir une porte. Victor Prass était déjà là avec Nathalie quand nous sommes arrivés. Elle avait l'air posée, de la façon dont les gens ont l'air posés quand ils y ont travaillé, cheveux soignés, expression neutre, mains jointes sur la table. Je me suis assis à l'autre bout de la pièce et je n'ai pas fixé mon regard. La juge Patricia Drummond menait sa salle d'audience d'une main de fer. Elle avait examiné les dossiers à l'avance, ce qui était évident par la façon dont elle a mené les débats sans s'arrêter pour prendre ses repères. Elle posait des questions directes, acceptait des réponses directes et avait cette impatience particulière de quelqu'un qui a passé assez de temps au tribunal pour distinguer un argument fabriqué de toutes pièces d'un argument authentique. Victor Prass a aux ouverts en rappelant la grossesse de Nathalie et la difficulté émotionnelle des circonstances actuelles. Il a soutenu que perturber la relation d'un enfant avec sa mère pendant cette période causerait un préjudice durable. Il était éloquent et organisé, c'était un bon argument pour un dossier faible. Robert a répondu avec le dossier documenté, la déclaration écrite du conseiller d'école d'Owen, l'incident avec la tablette scolaire, l'affaire de l'entraîneur de foot, les conclusions du comité de conformité, le rejet des 2 requêtes d'urgence, la reconnaissance de paternité déposée par Troy Braftoft. Il a tout présenté dans l'ordre, calmement, sans théâtralité. La juge Drummond a demandé à ce que la déclaration du conseiller d'Owen soit lue pour le procès verbal. Elle faisait 3 paragraphes, la partie pertinente disait « Owen a exprimé à plusieurs reprises, et sans y être invité, une préférence claire pour rester sous la garde de son père. Il est émotionnellement stable, constant sur le plan scolaire, et fait preuve d'un attachement sécurisant envers son père, que je considérerais comme un facteur de protection principal durant cette période de transition. » La juge Drummond m'a accordé la garde physique principale d'Owen. Elle a établi un calendrier de visites structuré pour Nathalie. 2 week-ends par mois et un soir en milieu de semaine. Tous les échanges devant avoir lieu dans un endroit neutre et toutes les communications entre les parents devant se faire via une application de coparentalité désignée. Elle a pris note des tentatives précédentes d'utiliser Owen comme intermédiaire et a déclaré clairement que toute récidive serait traitée comme une violation de l'ordonnance parentale. Nathalie n'a rien dit lors de la lecture du jugement. Elle a sagardé les mains croisées. Victor Prass a écrit quelque chose sur son bloc-notes. J'ai remercié Robert sur le parking. Il a dit que j'avais fait le travail et que le résultat le reflétait. Nous nous sommes serrés la main et il est parti. Je suis resté assis dans mon camion un moment avant de démarrer le moteur. Owen était à l'école. J'allais le chercher à 15h15, comme tous les mardis. Il n'était pas au courant de l'audience. J'allais le lui annoncer simplement avec les bons mots, ce soir-là. L'appel est arrivé 12 jours plus tard. C'était Gérald. Pas son ton mesuré habituel, quelque chose de plus fin, de plus prudent. Il a dit que Nathalie avait été admise à l'hôpital de Riverside la nuit précédente. Elle avait eu un accouchement prématuré à 34 semaines. Il y avait eu des complications, le bébé avait été mis au monde par une procédure d'urgence. Le bébé était vivant, petit, en soins intensifs néonatals, mais stable. Nathalie se remettait. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Gérald ne m'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Il me l'a juste dit. De la façon dont un homme annonce à quelqu'un une information qu'il pense qu'il mérite d'avoir, quelles que soient les circonstances. « Merci de m'avoir appelé », ai-je dit. « Elle a fait ses choix », a-t-il dit. « Moi aussi, mais ça reste ma fille. »« Je sais », ai-je répondu. « Nous avons mis fin à l'appel sans faire de manière. Je suis allé chercher Owen à l'école, et sur le chemin du retour, je lui ai dit avec précaution et simplement que sa mère avait été à l'hôpital mais qu'elle allait bien. Il est resté silencieux un moment, puis a demandé si le bébé allait bien aussi. Je lui ai dit que le bébé était petit, mais qu'il était soigné par de bons médecins. Il a hoché la tête et a regardé par la fenêtre. Après une minute, il a dit « Papa, est-ce qu'on peut avoir un aquarium ?» J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le premier vrai rire depuis des semaines, et je lui ai dit qu'on allait s'y intéresser. Troy Braftoft a visité l'hôpital le lendemain. Gérald me l'a dit aussi lors d'une conversation ultérieure. Il s'était assis en soins intensifs et avait tenu sa fille pendant 21 minutes. Que cela mène à quelque chose à l'avenir, c'était entre eux deux et les avocats qu'il finirait par impliquer. Ce n'était plus mon histoire. La mienne, c'était le gamin qui posait des questions sur un aquarium.
8 mois après l'audience, j'ai acheté une maison sur Clement Street, dans un quartier calme de Corona, 3 chambres, un garage pour 2 voitures que j'ai immédiatement converti en annexe d'atelier. Un jardin avec de l'espace pour qu'Owen fasse tout ce qu'Owen allait faire ensuite. J'ai payé comptant, pas avec l'argent du trust. Pas un centime n'avait jamais touché mes comptes personnels. Et je l'avais gardé ainsi par principe. Ça venait de ma propre entreprise, qui avait connu une croissance constante au cours de l'année écoulée, de la façon dont les entreprises ont tendance à croître quand on arrête de dépenser son énergie mentale sur des choses qu'on ne peut pas réparer pour la rediriger vers des choses qu'on peut réparer. Owen a choisi sa chambre dès la première visite. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte de la plus grande des 2 chambres secondaires, a regardé autour de lui pendant environ 4 secondes et a dit « celle-là ». Il avait une vision. Je n'ai pas posé de questions. Nous avons passé un samedi à la peindre. Il s'est décidé pour un vert forêt profond. Un choix inhabituel pour un enfant de 8 ans, mais Owen avait toujours eu des opinions bien arrêtées. J'ai fait les bords le long du plafond pendant qu'il gérait le rouleau sur les murs principaux avec l'intensité concentrée qu'il apportait à tout ce qui lui tenait à cœur. Au moment où nous avons eu fini, la pièce sentait la peinture et ressemblait à une forêt et Owen s'est tenu au milieu avec des taches vertes sur les avant-bras et a dit que c'était parfait. J'ai lancé une nouvelle gamme de services cet automne-là. Des contrats de maintenance préventive pour l'équipement de cuisine commerciale, groupés avec le travail de réparation et de revente que je faisais depuis des années. C'était le genre de revenu récurrent et stable qui stabilise une entreprise pendant les saisons creuses. En 4 mois, j'avais 11 contrats. En 7 mois, j'en avais 19. Gérald a réglé l'affaire avec le comité de conformité au printemps. Les termes n'étaient pas publics, mais Robert m'a dit qu'ils impliquaient un remboursement important sur les comptes de la fondation du trust et une restructuration de son implication personnelle restante dans les affaires du trust. Il a conservé son statut et son nom de patriarche de la famille. L'autorité opérationnelle m'est restée. Il m'a appelé le lendemain de l'officialisation de l'accord. Il a dit « Je vous dois une conversation que j'aurais dû avoir avec Nathalie il y a 10 ans. » Je lui ai dit que ce n'était pas entièrement de sa faute. Il a dit « Peut-être pas. » Nous avons accepté d'être en désaccord sur les proportions. Les visites de Nathalie s'étaient installées dans un rythme viable. Elle se présentait les week-ends prévus, était présente et appropriée avec Owen et communiquait avec moi via l'application de coparentalité sans drame. Elle vivait dans un appartement plus petit à Pasadena. Son travail au sein de la fondation avait été réduit à un simple rôle consultatif pour une association avec laquelle elle était impliquée avant que tout ne s'effondre. Ce n'était pas une vie qu'elle avait conçue pour elle-même, mais c'était une vie qui fonctionnait. Troy Bravtoft avait reconnu la paternité du bébé. Une fille, m'avait-on dit en passant. Quant à savoir si lui et Nathalie avaient un arrangement quelconque au-delà de ça, je ne le savais sincèrement pas et je n'ai pas cherché à le découvrir. L'aquarium est arrivé, Owen a nommé ses 3 poissons d'après des reptiles marins préhistoriques, Plio, Mosa et Gary. Le dernier n'était pas historiquement exact, a-t-il admis, mais ça lui semblait bien. Je lui ai dit que Gary était un excellent nom pour un poisson. Il était d'accord. Un dimanche de novembre, environ 9 mois après le jour où tout avait volé en éclats dans cette salle de réception de Riverside, j'étais dans l'annexe de mon atelier, porte de garage ouverte, en train de travailler sur une machine à expresso commerciale qu'on m'avait déposée pour une révision complète. Owen était dans le jardin lançant une balle de tennis contre la clôture avec la patience rythmique d'un enfant qui peut s'occuper tout seul pendant des heures. La lumière de l'après-midi était rasante et chaude. Le quartier était calme. Il s'est approché de la porte du garage à un moment donné, la balle à la main, et m'a regardé travailler pendant 1 minute. « Papa » a-t-il dit, « c'est comme ça que ça va être maintenant ?» J'ai posé la clé et je l'ai regardé. « Plus ou moins, qu'est-ce que tu en penses ?» Il y a réfléchi avec le sérieux que méritait la question. Puis, il a haussé les épaules, a fait rebondir la balle une fois sur le sol en béton et a dit « J'aime bien ». Il est retourné dans le jardin. J'ai repris ma clé et je suis retourné au travail. Certaines choses se construisent à partir de rien, d'autres se reconstruisent à partir de ce qu'il reste. Dans un cas comme dans l'autre, le travail est le même. Des mains fermes, les bons outils et assez de patience pour aller jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez.
Greetings, everyone. 'Tis I, Jay, the bird of word. How y'all doing on this? There it is. What you gonna do with all that ass, all